Tu as négocié plus d'1 milliard d'euros. Comment on arrive à ce chiffre qui est assez incroyable? C'est assez périlleux quand on monte une usine à 25 ans. C'est justement là où on fait la différence entre la négociation et la vente. C'est assez différent et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui confondent. C'est pas le même métier. Vendre sans vendre, c'est justement la clé de la réussite. Il faut savoir qu'en négociation, il y a 80% de préparation. C'est souvent les enjeux qu'on essaye d'appréhender avant même les personnes. On est sur des contrats à 50 millions d'euros, à 100 millions d'euros. Ça fait plus de 20 ans que je négocie, donc le milliard, on y arrive très très vite. Une négociation réussie, c'est une négociation où les deux parties sont contents d'avoir signé. On est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trajectoire Solo Business, le podcast qui interviewe les top solopreneurs français. Aujourd'hui, on reçoit Katia Delamotte, experte en closing. J'ai trop hâte parce que pour le coup, il y a bien un sujet sur lequel je me sens nulle, moi, c'est le commercial, clairement. Donc j'ai trop hâte qu'on rentre à fond là-dedans. L'objectif, ça va être de comprendre un petit peu les rouages stratégiques et opérationnels de ton business et aussi comment faire du bon closing. Je me présente sans plus de suspense, je suis Adri Peyruz, COO freelance. Mon rôle, c'est d'optimiser les opérations pour des solopreneurs français. Et je suis avec ma co-hôte extraordinaire, l'incroyable Pauline Alessandra. Comment résister à une pareille introduction? Donc moi, je fais du conseil en positionnement stratégique pour les entrepreneurs, solopreneurs ou non. Et c'est un bon complément avec la partie très opérationnelle d'Adri. Et toutes les deux, on est ravis de t'avoir, Katia, dans notre podcast parce que on parle beaucoup de closing, on en entend beaucoup de mal, on en entend un peu du bien, et on a envie d'avoir une version, ta version à toi, et que tu nous expliques un peu la dimension très éthique de ton travail, parce que contrairement à ce qu'on imagine, le closing peut être éthique. Exactement. Et on va commencer tout bêtement par une question. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours, et ensuite nous expliquer quel est ton business model? Alors moi, je suis Katia Delamotte, donc je suis coach business, conférencière, auteure du livre « Deviens une femme influente ». Et j'ai fondé l'école, la Cell Leader Academy, qui est donc l'académie de closing, en juin de l'année dernière. Et mon parcours, en quelques mots, il est déjà 100% commercial, puisque j'ai un peu fait les choses à l'envers. Moi, une fois que j'ai eu mon titre d'ingénieur maître en commerce international, je suis partie au Maroc, où j'ai dirigé 3 sociétés, des sociétés de négoce dans le dentaire. Et j'ai monté une usine, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Bon, c'est assez périlleux quand on monte une usine à 25 ans, toujours dans le dentaire. Et pour on va dire de multiples raisons, je suis rentrée en France, je devais avoir 28 ans, et je suis tombée dans l'industrie. Et c'est là où j'ai fait la totalité de ma carrière, toujours 100% dans le commerce. Donc j'ai été grand compte, directrice de la négociation, directrice de la négociation. Pour des grands groupes, Dim Wonderbra, Playtex. J'ai dirigé le pôle de General Mills sur la partie géant vert, ceux qui savent les maïs, voilà. Et j'ai été après directrice commerciale pour un gros groupe de pet food, donc c'est tout ce qui est nourriture, jouets pour les animaux. Et mes clients étaient la grande distribution. Donc je négociais des très 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 gros contrats. Donc, c'est justement là où on fait la différence entre la négociation et la vente, parce que en fait, c'est assez différent et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui confondent. C'est pas le même métier. Est-ce que tu peux justement expliquer un petit peu ça? Parce que je t'avoue que moi, ce qui me surprend dans ce que tu me décris là, c'est que tu avais un poste de direction et du coup, je m'attendais pas forcément à ce que tu fasses encore finalement de la négociation directement et plutôt que tu manages juste des équipes de commerciaux. Alors, c'est très intéressant ce que tu demandes. Alors, déjà, il faut savoir que c'est assez rare que les négociations se finissent avec les opérationnels. Parce que les enjeux sont énormes. Les enjeux, c'est des dizaines de millions d'euros, parfois même centaines de millions d'euros, ça arrive. Et donc, on envoie d'abord les opérationnels, mais nous, derrière, on gère toute la négociation avec eux, parce qu'on ne peut pas laisser complètement en roue libre les personnes en négociation. Et sur la fin, on sort. C'est vraiment le terme qu'on emploie, on sort. Et d'ailleurs, c'est jamais bon signe quand la direction sort. C'est qu'on est quand même sur des contrats qui sont très tendus. Donc, si, un directeur de négociation a toujours la main dans le cambouis, comme on dit. Toujours. Il suit ses équipes, c'est lui qui est à la tête des PNL d'entreprise. Donc, c'est des réunions constantes, des enjeux énormes et surtout un laps de temps très court. Parce que je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais en tout cas, la négociation en France, elle est normée par la législation.
Et donc, on démarre en octobre et on est obligatoirement dans l'obligation de finir au 1er mars de l'année qui suit. Donc, parce que les contrats cadres doivent être déterminés. Ok. Et du coup, tu peux revenir sur la différence entre négociation et Bien vente ? sûr, il n'y a aucun problème. La vente, globalement, c'est quand on vend une prestation de service ou quand on vend un produit. C'est, on va dire, une prestation numéraire. Donc, on passe un produit. Alors que dans la négociation, parfois, il n'y a pas que des enjeux financiers. C'est ce qu'on appelle les contreparties. Donc, les contreparties, ça peut être de l'exposition en linéaire, ça peut être la réalisation de plusieurs prospectus, ça peut être la mise en avant des produits, ça peut être de grosses mises en avant marketing. Et ça, c'est pas du tout dans le rôle de vendeur. C'est vraiment, on négocie. Et quand on négocie, en fait, on négocie sur un global. Donc, il y a la partie vente, bien évidemment, mais il y a tout ce qui constitue la réalisation du chiffre d'affaires, qui est finalement pas tout à fait palpable. Et c'est finalement la partie la plus importante à négocier, parce que c'est celle sur laquelle il y a les plus gros leviers. Et toi, alors quand on regarde sur ton compte LinkedIn ou même sur tes réseaux sociaux, tu dis que tu as négocié plus d'1 milliard d'euros. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive à ce chiffre qui est assez incroyable ? Alors, merci de la poser, cette question, parce que c'est vrai que je reçois régulièrement des messages pour me dire « mais comment c'est possible ?» Parce que c'est vrai que dans le monde de l'infoprenariat, parfois, il peut y avoir un peu de bullshit, il faut se le dire. Donc, c'est vrai que je suis assez interrogée là-dessus, mais c'est assez simple, en fait. Quand on a négocié pour des très grands groupes, des contrats pour 10 Wonderbra Playtex ou pour des très gros contrats, on est sur des contrats à 50 millions d'euros, à 100 millions d'euros. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que je négocie. Donc, il suffit d'additionner et ça va très vite. Donc, le milliard, on y arrive très, très vite. Ouais. Et alors, tu négocies. J'ai envie de te poser une question toute bête, mais c'est quoi une bonne négociation ? Une bonne négociation, c'est une négociation où les deux parties sont contents d'avoir signé. Okay. C'est-à-dire que les gens réfléchissent trop généralement sur un principe de one-shot. Sauf que la plupart du temps, en fait, quand on a de gros partenaires commerciaux, on les retrouve d'une année à l'autre. Donc, si on les a, on va dire, entourloupés ou qu'on leur a joué les trucs à l'envers, c'est tout sauf bon pour le business. Oui, on peut faire une année extraordinaire parce qu'on a des bons chiffres, parce qu'on a un peu plié la personne qui est en face de nous, mais on la retrouve l'année d'après. La plupart du temps, où c'est des mondes qui sont assez petits. Donc, pour moi, une négociation réussie, c'est une négociation où les deux parties sont contents d'avoir signé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout obtenu, mais ça veut dire que ce qui était le plus important pour eux d'obtenir, ils l'ont eu. Est-ce que tu considères que dans chaque négociation, il y a une partie forte et une partie faible ? Quelqu'un qui a un peu plus le pouvoir de levier ou pas du tout ? Alors, le pouvoir est un vrai levier. Ça, c'est sûr. Et je peux d'autant plus en parler que moi, j'ai principalement, sauf quand j'étais chez 10 Wonderbra Playtex, où on était archi-leader sur le marché, j'ai principalement travaillé dans des boîtes qu'on appelle des outsiders, où donc il y avait un déséquilibre clairement dans les négociations. Et en fait, on peut toujours tirer parti, même si on est plus petit, parce qu'on amène quelque chose que les grands ne peuvent pas amener. Déjà, la plupart du temps, un petit mettra plus d'argent sur la table pour être présent, parce que tout simplement, le grand, il sait qu'il est incontournable. Et le fait d'être incontournable, il ne va pas mettre beaucoup sur la table. Donc, la plupart du temps, les accords avec les très, très grosses boîtes, ils sont beaucoup plus faibles que les accords avec les boîtes outsiders. Et les outsiders, en fait, ils amènent aussi quelque chose de nouveau. C'est que la plupart du temps, ils sont sur des niches. Et des niches, c'est quand même ça qui, aujourd'hui, augmente la part du gâteau global d'une boîte ou d'une enseigne. Donc, on évite souvent la cannibalisation. Donc, c'est bien d'augmenter son chiffre, mais si on augmente son propre chiffre au détriment du chiffre de la personne qui est en face, on est censé, en tant qu'outsider, faire du plus. Vraiment amener quelque chose de plus sur la catégorie. Donc, on ne négocie pas avec les mêmes armes, mais on en a quand même. Il y a un livre très connu qui est « Il faut jamais couper la poire en deux ». Oui. Tu l'as lu ? Oui. T'es d'accord avec ça ou pas ? Pas complètement. Ok. C'est un peu, c'est résumé. Voilà. C'est aussi, on parle de hook ou de ce genre de choses aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu un hook de la négociation, parce que souvent, on dit, quand on est au souk à Marrakech, tiens, par exemple, on va couper la poire en deux. Ça, c'est pas négocié, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le marchandage. Ce qui est un peu, et ça donne l'illusion que chacun est content,
parce qu'on a coupé la poire en deux. Et en vérité, je pense que le message sous-jacent qui est derrière, c'est que ça sert à rien de couper la poire en deux, parce que c'est pas spécialement ce qui est attendu de la personne qui est en face de toi. Donc, ce qu'elle attend, c'est d'avoir une réponse à ce qu'elle souhaite réellement obtenir. Donc, couper la poire en deux, on part du principe que chacun veut la même chose. Et c'est pas la réalité du monde, en fait. Donc, les gens, on va dire, ont une mauvaise vision de ce que signifie ce titre. Ça ne veut pas dire que 50 et 50, c'est bien pour tout le monde. Ça veut juste dire que comme on n'a pas spécialement les mêmes intérêts, de couper en deux les intérêts des uns et des autres n'est pas toujours la bonne solution. D'où la dimension très psychologique en fait de la négociation. Il faut réussir à comprendre ce qu'il est en train de se passer dans la tête de la personne avec laquelle on est. Exactement. Oui, en plus c'est avec laquelle on négocie, c'est pas contre laquelle on négocie. Non, il n'y a pas de contre en négociation. Ouais. Alors comment tu fais toi pour te mettre dans la tête de la personne avec qui tu négocies? Il faut comprendre avant tout. Alors déjà, il faut savoir qu'en négociation, il y a 80% de préparation. C'est un mythe de croire que c'est lors de la négociation que se joue la négociation. Les vrais négociateurs, ils passent 80% de leur négociation en backup à réfléchir à tout ce qui peut se passer durant la négociation, quelles sont les réactions que peuvent avoir certaines personnes. Et puis, au fur et à mesure qu'on les connaît, on connaît un peu la manière dont ils réagissent. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est souvent les enjeux qu'on essaye d'appréhender avant même les personnes. Comme on sait qu'ils sont là pour représenter des enjeux. En fait, un négociateur est un véhicule. Il négocie la plupart du temps pour. C'est-à-dire que moi, j'étais le porte-parole d'une entreprise. Donc, quand on est vraiment professionnel, on n'est pas là pour se mettre à dos une personne, en fait, puisqu'elle représente un grand groupe. Donc, c'est plus les intérêts du grand groupe qu'on doit comprendre plutôt que la personne psychologiquement en face. Donc, connaître sa stratégie, ses enjeux économiques, ses dernières grandes signatures, ses problèmes sociaux, tout ça. Exactement, ce que tu es en train de dire, exactement. Il faut connaître ses points forts, mais il faut aussi connaître ses points de faiblesse. Et comprendre finalement que des choses que nous, on peut donner, n'ont pas spécialement une grande importance pour nous, mais peuvent en avoir une énorme pour la personne qui est en face de nous. C'est ça, en fait, la négociation. C'est qu'on a la sensation que les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la dimension de négociation, ils ne comprennent pas que, finalement, parfois, on peut lâcher des choses qui n'ont pas d'importance pour nous et qui ont une importance énorme, comme je disais, pour l'autre. Donc, il ne faut pas toujours se dire « je ne vais pas lâcher ça parce que pour moi, c'est très important ». Oui, mais qu'est-ce qui n'est pas important pour toi qui pourrait être important pour l'autre. Et pour ça, on peut le savoir qu'à partir du moment où on se met à la place de la personne qui est en face de nous. Donc, et toujours comprendre ses motivations. En fait, c'est ça, et c'est ça que j'utilise particulièrement dans le closing, c'est qu'il y a les demandes de façade qui sont rarement les vraies demandes. C'est pourquoi, finalement, cette demande, elle est formulée. Dans négociation, même dans les grands comptes, quand on me demandait, je veux, je sais pas, 5% du chiffre d'affaires, ça répond derrière à une problématique économique. Ça répond derrière à des objectifs d'entreprise. Donc ça veut dire c'est quoi tout ce qu'il y a derrière pour comprendre comment on peut constituer ces 5%, peut-être d'une manière différente que uniquement à travers du numéraire. Donc, et dans le closing, c'est exactement pareil. Parce que quand quelqu'un prend un appel découverte, la plupart du temps, il va manifester une problématique dans son business, mais peut-être que derrière, c'est pas du tout ce qu'il verbalise, le problème. Lui, il a une idée de ce qu'il perçoit comme étant le problème. Et un bon closer, il doit aller chercher ce que nous, on appelle en négociation les intérêts cachés. Et ils ne sont pas cachés spécialement d'une manière volontaire. Parfois même, la personne, elle ne le sait même pas, en fait, réellement. C'est quoi sa vraie problématique ? Alors, très concrètement, est-ce que tu as des techniques, des frameworks que tu utilises quand tu échanges avec quelqu'un pour aller chercher ses intérêts cachés ? Parce que je me dis que dans le cas d'une négociation avec une grosse boîte, on a effectivement des données froides à disposition sur sa situation économique, sociale, etc. Mais il y a quand même aussi des données qui sont confidentielles, qui sont internes, auxquelles on n'a pas accès avant de se rendre au rendez-vous. Donc comment toi, tu faisais dans ces contextes-là pour aller réussir à dénicher leur profonde motivation? J'ai un exemple, si je puis me permettre. C'est un exemple, je pense, il y a prescription.
Je menais une grosse négociation. Alors, je ne citerai pas le client, mais je menais une très grosse négociation. On se parle d'une négociation aux alentours de 30 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et on était à la mi-décembre. Et l'acheteur que j'avais en face, avec qui habituellement je m'entendais bien, quand on est rentré en négociation, il avait une manière d'être qui n'était pas du tout habituelle. Il était très énervé contre moi, alors que j'avais absolument rien fait de particulier. Et l'énorme problématique qui était en train de nous lier, c'était qu'il voulait que je reprenne de la marchandise. C'est parce qu'on avait vendu de la marchandise qui ne s'était pas écoulée. Et donc, pour lui, il voulait qu'on la reprenne parce que, du coup, il avait une problématique de trésorerie, en fait. Et nous, on avait des conditions générales de vente où c'était très clair. On travaillait avec lui depuis des années sur le fait qu'on ne reprenait pas la marchandise. Donc, c'était quelque chose on va dire, de dysfonctionnant pour qu'il s'énerve de cette manière-là, alors qu'il n'était pas nouveau, il savait nos conditions générales. Donc, je n'ai absolument pas compris au début pourquoi il était si énervé. C'était irrationnel. Et en fait, je me suis dit, j'ai raté quelque chose. Et je suis rentrée au bureau et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai vraiment raté quelque chose, c'est pas possible. L'enjeu ne peut pas être celui qu'il me dit, parce qu'il est déjà au courant de tout ça. Et sa réaction était irrationnelle. Et je me suis dit, en fait, j'ai deux choix. Soit de lui dire que je trouve ça irrationnel et qu'il me dise réellement quelle est la vraie problématique. Donc, de lui laisser un espace de parole pour le faire. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai pris mon téléphone et je lui ai dit, écoutez, monsieur Untel, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, je me suis mis en vulnérabilité aussi. Parce que vous connaissez nos conditions générales, etc. Et il me dit, non, mais vous savez pas, Madame de la Motte, moi, ma grosse problématique, c'est que ma prime annuelle, donc son salaire, est indexée au fait que j'ai le moins de stock possible en entrepôt. Typiquement, ça n'avait rien à voir avec une négociation d'entreprise. Donc ça veut dire que c'est là où on voit que parfois un être humain a le pouvoir parfois de faire capoter une négociation dans une grosse boîte quand il y a un enjeu personnel à l'intérieur. Et le fait d'avoir quelque part posé la question, on a fini par s'arranger. Voilà. J'ai récupéré sa marchandise, il a touché sa prime, et je lui ai redonné sa marchandise une fois qu'il avait touché sa prime. Et ça, moi, je le vois dans les appels de découverte que moi je mène, parce que moi, j'ai pas de closer, je mène mes propres appels de découverte, et j'ai remarqué que les gens viennent avec un problème de positionnement, mais la réalité, c'est que le positionnement est souvent le prétexte caché d'un problème derrière. Et 3/4 du temps, c'est un problème d'offre. Soit ils savent pas quelle offre faire, soit ils savent pas comment bien positionner l'offre, soit ils ont juste un problème, leur offre marche pas, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est beaucoup plus facile d'arriver en disant j'ai un problème de positionnement que de dire mon offre marche pas, je gagne pas d'argent, c'est un échec, quoi. Et je l'ai vu que dans les parties, dans les discussions que j'ai, si j'arrive à leur montrer qu'on va travailler l'offre et que l'offre justement on va régler ce problème-là, c'est une signature quasiment à tous les coups, quoi. Donc je vois très bien ce que tu dis avec les intérêts cachés, parce que en fait, si on n'arrive pas à voir ça dans la relation, et qu'en fait on crée une relation entre deux individus, ça marche pas, il y a un truc qui se bloque. Donc ça me faisait penser à ça, les intérêts cachés. Je trouve que c'est vraiment très juste. Comment tu fais du coup? Tu poses des questions pour découvrir ça? Ouais, moi j'ai découvert que je me mettais en position de médecin généraliste. Mais c'est exactement ça, parce qu'il faut établir un diagnostic. Ouais, exactement. C'est médecin généraliste, pourquoi vous venez me voir? Les personnes te racontent, tu poses plein de questions sur les symptômes, et après, toi dans ta tête, tu sais que moi je suis capable de dire cette personne a un problème d'offre ou de produit, mais ça crève les yeux. Maintenant, si je lui dis on va travailler que sur ton produit, c'est pas ça que la personne a envie d'entendre. Donc je lui explique toute ma méthode sur le positionnement, mais dans le positionnement, il y a un enjeu justement de travailler sur la valeur et donc le service ou le produit. Et je sais que cette personne-là va travailler plus sur ça, alors que d'autres arrivent avec le positionnement et en fait sont désalignés avec leur business. Et je sais qu'on va travailler sur l'alignement. Mais le positionnement devient l'argument en fait d'appel, en fait, alors que j'ai vite compris que c'était pas le sujet principal de la négo, en fait. Enfin, eux viennent voir, est-ce que je peux répondre à leurs besoins sans m'exprimer clairement leurs besoins, et moi, il faut que je comprenne le besoin sous-jacent et que je lui réponde, et qu'après, il y a un alignement entre mes tarifs, leurs besoins, le temps disponible, etc., ce qui est encore un autre sujet. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit, vendez aux personnes ce qu'ils veulent
et donnez-leur ce dont ils ont besoin. Ouais, c'est Parce que exactement la ça. plupart du temps, les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et ça, je pense que c'est valable dans n'importe quel sujet. Même en vente, moi, quand je suis coach business, parce que j'ai une partie coaching business, quand les gens viennent en me disant j'ai un problème de vente, une fois sur deux, leur business, il n'est pas clair. Oui, c'est ça. On ne comprend pas le bénéfice. Leur offre, elle est mal, comme tu dis, Mal conçue, mal positionnée, conçue, exactement. Et la vente, c'est un catalyseur, en fait. Ouais. La vente, c'est l'étape ultime qui va démontrer que ton business a un problème. Donc, fatalement, c'est pour ça que souvent les gens disent « j'ai un problème pour vendre ». Non, au-delà du fait d'aimer ou de ne pas aimer vendre, c'est l'ultime étape qui va En fait, tu sautes dans la piscine, puis si tu ne sais pas nager, bah, ce n'est pas la piscine qui est responsable, en fait. C'est toutes les étapes d'avant. Donc, c'est exactement la même chose en vente. Et alors, moi, tu as commencé le podcast en disant que toi, tu n'aimais pas la vente ou que tu étais nulle en vente. Moi, j'ai longtemps été persuadée que j'étais nulle en vente jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter de vendre. Et du coup, j'ai jamais autant vendu que maintenant, je n'ai pas l'impression de vendre. J'ai l'impression d'apprendre à connaître la personne en face de moi. Et puis, on se tape dans la main ou on se tape pas dans la main, quoi. Toi, tu as décidé d'en faire quand même toute ta carrière. Oui. Est-ce que tu as toujours aimé la vente ou est-ce que tu es tombée dedans un peu la vente et la négociation, du coup? Ou est-ce que tu es tombée dedans, je sais pas, comme Obélix dans la marmite, et puis bon, bah, ça a été ton destin? Alors, oui, ça a été mon destin, sincèrement, dans le sens où je suis tombée dedans comme Obélix dans la marmite. Mais non, c'est que j'ai toujours été passionnée de psycho. Ok. Mais depuis aussi longtemps que je me souvienne. Déjà, à l'école, je ne parle pas en grandes études, à l'école, je lisais des livres sur la psycho. Donc, quand on est passionné par l'être humain, on a cette capacité à comprendre l'autre. Et en fait, quelque part, moi, ma vraie problématique, c'est ce que je raconte dans mon livre « Deviens une femme influente », c'est que j'ai surdéveloppé cette psycho parce que j'étais une handicapée sociale. Petite, j'avais un vrai problème de sociabilisation. C'est-à-dire que je ne comprenais pas comment les gamins fonctionnaient. J'avais du mal à connecter. Je me sentais vraiment différente, pas à ma place, je ne sais pas. Je connectais plus avec des adultes à l'époque. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais il y a plein de trucs que je ne comprends pas, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça, mais je pense que si, quand même, que j'ai commencé à m'intéresser à la psycho. Et puis, bah, finalement, j'en ai fait mon métier. Alors, pas psychologue, mais quelque part, quand on rentre dans la négociation, on rentre dans la psycho. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, mon académie repose sur la psychologie de l'achat, parce que l'être humain achète si on respecte des étapes psychologiques. Donc, un script, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, parce qu'un script, il est universel. Aucun être humain n'est universel. Donc, il faut apprendre à faire un script en fonction de la personne qui est en face de soi. En fait, dans le closing, la règle, c'est l'adaptabilité. Donc, c'est ça. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose qui est hyper intéressant, c'est finalement, j'ai décidé de ne plus vendre. Mais c'est pour ça que tu vends. Parce qu'en fait, les gens, surtout les closers, qui sont parfois là, obnubilés par la commission. C'est pour ça que moi, dans mon académie, je le dis tout de suite en rendez-vous de closing, que si c'est des mercenaires de la commission, ils n'ont rien à faire chez moi. Ouais. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est à fond dans le making money. Hein, c'est pas du tout, je suis pas dans le caritatif. Mais en fait, déjà, le résultat, c'est la seule chose qu'on maîtrisera jamais. Parce que le résultat, il dépend d'un tiers. Donc, ce qu'on peut maîtriser, c'est ce qui dépend entièrement de nous-mêmes. Donc, ce que moi, j'apprends aux gens, c'est de maîtriser le processus. Ça, ils peuvent le maîtriser. Après, derrière, que la personne soit OK ou pas OK, c'est un leurre de penser qu'on peut tout closer. C'est faux. Ou alors, si on close tout, c'est qu'on n'est pas éthique. Parce que c'est impossible que dans nos pipes arrivent que des gens qui soient parfaitement alignés avec ce qu'on fait, qui veulent exactement notre produit et que c'est exactement le bon timing. Si tout le monde était comme ça, déjà, je pense qu'on n'aurait pas besoin de closer. Donc, vendre sans vendre, c'est justement la clé de la réussite, parce que tu te connectes, tu lâches ta pression de j'ai cette personne-là au téléphone parce que je veux lui vendre impérativement un truc. Et du coup, la connexion, elle se fait, la confiance s'établit et on vend sur la confiance. Je crois que moi, c'est encore différent du coup de ce que vous décrivez là. Moi, je vends, mais parce que 90% du temps, quand je suis contactée, je suis pas sûre de vouloir prendre la presta. Ça, c'est autre chose. Ça m'est déjà arrivé. Et donc, c'est presque de l'anti-vente, mais c'est pas une stratégie, en fait. C'est que vraiment, je suis en mode, donne-moi envie de travailler avec toi, en fait. Et c'est que si je le sens et que je suis persuadée que je peux vraiment apporter de la valeur, que je vais me dire,
ok, là, voilà ce que je vois, voilà ce qu'on peut faire ensemble, etc., etc. Et là, du coup, je vais faire une proposition. Mais il y a toute une phase, en fait, où je suis en mode découverte et je dis direct, je suis pas sûre de te faire une proposition à l'issue de cet échange, en fait, parce que déjà, moi, j'ai un pipe de projet, parce que je sais pas si je suis la bonne personne pour ça, etc., Ouais. etc. Donc, c'est encore différent, je trouve, comme... Ben oui, parce qu'en fait, tu te rends désirable. Voici le truc Bah oui. psychologique. Bah oui, parce que à partir du moment où il y a une espèce d'anti-vente qui te rend désirable. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle il est primordial quand on commence un closing de dire à la personne, en fait, je suis là pour comprendre tes besoins et pour savoir si on peut travailler ou pas avec toi. Et le ou pas est hyper important. Déjà parce qu'il fait sauter la pression de la personne en face qui du coup se dit, ah bah ils vont pas être focus sur moi pour me vendre même si j'en ai pas besoin. Ça veut dire que oui, et c'est rien, ce ou pas, et pourtant ça change tout. Parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est que bah, finalement, peut-être que ça le fera pas. Donc chacun enlève sa pression et se concentre sur l'appel. Et ça, j'ai l'impression qu'on le fait pas assez, parce que moi, quand je me mets en posture de cliente, enfin de prospect, du coup, je sais que s'il y a un appel de vente, soit, en fait, j'aurais pu signer sans appel de vente, et donc c'est juste une formalisation de prestation. S'il y a un appel de vente et que je suis pas sûre, mais cet appel va me terrifier. Mais moi, en tant que cliente, Ah d'accord. parce que je me dis, ils vont me pressuriser, quoi. Ça va être, je vais être un citron et je vais me sentir mal. Et comme en plus je suis sensible à la pression, aux faux mots, etc., c'est vraiment. Je vais être à la fois tentée de signer tout de suite et en même temps, je préfère pas prendre l'appel en me disant, je vais écouter, si le mec a fait un podcast, je vais écouter son podcast ou essayer de m'auto-convaincre toute seule, puis après me dire est-ce que c'est mon besoin ou pas. Mais je préfère éviter l'appel de vente quand je suis pas sûre, parce que je le vis mal, en fait, cet appel, s'il n'y a pas justement ce ou pas. Ouais. Si on me dit, si c'est pas juste, on fait connaissance et terminé. Et moi, j'ai bien aimé typiquement le closing de Jeremy Coleman. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si je vois. Et à la fin du call, il te propose rien. Il dit, mais voilà, on a fait, en fait, tu as eu une session de consulting gratuite. Et puis, ben, si jamais tu as envie qu'on se reparle, on se reparle et on fait un deuxième appel de vente. Mais dans le premier appel, c'est écrit et noir sur blanc, il va rien se passer. Et j'ai tenté, j'ai demandé, mais du coup, c'est quoi les tarifs? Ils m'ont dit, ah non, les tarifs, on en parle la deuxième fois, mais voici toutes les ressources que tu peux regarder déjà, et puis on s'en reparle. Et j'ai trouvé ça très malin, parce que très doux, en fait. Pour moi, qui suis allergique à la pression qu'on va me mettre pour... j'ai l'impression sinon d'être un portefeuille sur pattes, quoi. Et qu'on veut, Oui, non, mais c'est exactement ça. Et bah, moins je vais sentir que tu essaies de me vendre quelque chose, et plus j'ai trouvé ça agréable de connecter, en fait, Ouais, d'être non, juste mais dans une complètement. relation. J'aime bien l'approche de Thibaut Louis aussi sur ça, qui est vraiment dans une optique de... il cherche pas à vendre sur des produits high ticket où il y a des appels, mais plus donner les infos. Tu vois. Et si tu prends la décision de venir ou pas. Mais Thibaut, par exemple, je bosse avec lui depuis un moment, et à chaque fois, les quelques retours qu'il a eu à me faire sur des communications marketing, quoi, c'était systématiquement, là tu survends trop. Et c'était jamais pousse le truc, non, c'était toujours vaut mieux under-promise plutôt que d'essayer de vendre à tout prix, quoi. Mais en fait, c'est là où on voit l'amateurisme. Parce qu'en fait, l'amateurisme se voit dans je te mets une pression absolue et tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas signé. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer dans les académies où il n'y a pas d'éthique, où pour moi c'est aussi de l'amateurisme, de dire au closer, t'es pas bon si tu laisses partir ton prospect. La vérité, en fait, pourquoi ils font ça, c'est que les techniques qui sont utilisées dans ce type de closing sont des techniques qui vont aller directement sur l'émotionnel. Donc soit l'émotionnel négatif, c'est-à-dire celui que, oh là là, regarde, ton business c'est catastrophique, regarde ta vie, sans nous tu vas jamais t'en sortir, etc. Et puis une fois qu'on t'a bien mis bien bas, on te porte sur ta vision en disant mais si tu travailles avec nous, voilà ce que tu vas obtenir, voilà quelle va être ta vie, etc. Et tout ça, c'est des leviers émotionnels, et c'est évident qu'en vente, on vend sur de l'émotion. Donc ça veut dire que quand ils utilisent cette émotion-là, qui est une émotion qui est... parfois factice, parce qu'il la crée, en fait, ben, quand la personne, elle part du call pour réfléchir, l'émotion, elle redescend, puisqu'il est tout seul. Et donc, ben, une fois sur deux, avec ce type d'appel, même 3 fois sur 4, ben, ils ne reviennent pas, parce qu'ils reprennent leurs esprits quelque part,
et ils se rendent compte que j'ai ressenti ça, mais au final, c'est pas tout à fait ce que je veux faire ou quoi que ce soit. Et donc, c'est justement pour pas permettre aux prospects de repartir dans quelque chose qui soit plus émotionnel, pas plus, mais plus, qu'on leur dit mais il faut closer impérativement. Ouais. Alors que quelqu'un qui va utiliser l'émotion, parce que moi j'utilise l'émotion dans mon closing évidemment, mais l'émotion positive. Et je confronte la personne, mais c'est dans une bienveillance pour lui montrer que si elle ne fait rien, sa situation ne changera pas. Ça, c'est un fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui se racontent des histoires. Et ça, pour moi, le rôle d'un closer, je le dis aussi dans l'académie, pour moi, c'est autant non éthique que de pousser dans la bouche de quelqu'un quelque chose dont il n'a pas besoin, que de laisser partir quelqu'un parce que tu n'as pas eu le courage de le confronter. Ça, c'est pas éthique pour moi non plus. Parce que cette personne, elle repart et elle a toujours une problématique. Et le rôle d'un closer, pour moi, c'est vraiment une extension de l'infopreneur. Et donc, il doit s'assurer que la personne, elle reparte avec quelque chose qui règle son problème. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui est dans la nature. C'est pour ça que je dis à chaque fois au closer, si réellement la personne a un problème, si elle n'achète pas chez vous, elle achètera ailleurs. Parce que son problème n'est pas réglé. Ouais. On est parti direct dans le closing et tout, mais en fait, je suis hyper chaud pour que tu nous expliques ce que tu fais aujourd'hui, tout simplement. Et comment tu y es passé? Parce que tu as fait 20 ans de carrière à peu près dans des grands comptes. Ouais. Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition et ensuite nous dire c'est quoi en fait l'académie? C'est quoi l'académie? Ouais. Comment ça marche? C'est quoi le business model derrière? Ok. Alors moi, par rapport à ma carrière, comme je l'ai dit, 100% vente. Et j'ai eu, on va dire, des problématiques personnelles. C'est vrai qu'on ne parle pas assez des parts de vulnérabilité des uns et des autres. On regarde seulement les résultats. Oui, il y a 1 milliard. Mais la vérité, c'est que j'ai eu une vie derrière personnelle qui a été un petit peu chaotique. Déjà, moi, j'ai divorcé. Mon fils avait 5 ans et mon deuxième fils avait 6 mois. Sachant que le grand a 18 ans aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'ai mené de front cette grosse carrière en étant maman solo, avec tous les préjugés qu'on peut avoir sur la femme, d'autant plus à ces postes-là, parce que moi, j'étais en comité de direction et en comité de direction internationaux. J'en aurais des vertes et des pas mûres, d'ailleurs, à dire sur ce sujet, parce que parfois, je n'ai pas révélé que j'étais maman solo, parce que sinon, jamais j'aurais eu le poste, qu'on soit clair. Donc déjà, je jonglais entre ma vie de maman, ma vie de cadre dirigeant. Et pour faire assez court, j'ai été victime d'une erreur médicale à la naissance de mon deuxième enfant. Et ils ont mis beaucoup de temps, c'est-à-dire des années à comprendre ce qui m'était arrivé. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans ce laps de temps. Et tout ça, ça s'est fait au moment de mon ascension en entreprise. Donc j'ai mené de front la maladie, le fait d'être maman solo et le fait de diriger des dizaines de millions d'euros et une troupe de commerciaux de 50 personnes. Donc à un moment, on tient. J'ai tenu presque 6 ans. Et au bout d'un moment, le corps, il n'en peut plus, tout simplement. Et je pense que ça parlera à beaucoup de monde. On tire notre corps jusqu'au bout. Et à un moment, il dit stop. Donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je me réinvente. Et j'ai eu sincèrement une vraie prise de conscience en me disant, mais en fait, je partais le matin, il faisait nuit. Je revenais le soir, il faisait nuit. Peut-être qu'à un moment, j'ai envie de regarder le ciel bleu et le soleil, vraiment. Et on m'a pris pour une aliénée, très clairement. Parce que quand vous êtes directrice commerciale, vous avez les frais de bouche, la voiture, le salaire, etc. Et quand vous dites que vous lâchez tout, pour faire quoi? Tout le monde ça a été très compliqué. C'est un peu ce qu'on dit souvent en closing. Est-ce que ton entourage te soutient? Là, je peux dire que mon entourage n'a rien compris. Mais j'ai pas lâché. Et je me suis tournée un peu par hasard sur le digital. Un peu avec le Covid, j'ai commencé à regarder. J'ai vu tout de suite le closing et très honnêtement, je me suis dit, au bout d'un an d'observation de closing, je me suis dit jamais je ne ferai d'académie de closing. Parce que je ne voulais surtout pas que mon nom soit associé à ce que je pouvais voir sur le web.
Donc, c'est pour ça que au début, je me suis dit, je vais être coach business, je vais aider dans la stratégie commerciale, la stratégie de développement. Pour venir à ta question sur l'académie, ça a été un concours de circonstances. J'ai commencé à côtoyer de gros infopreneurs, comme Laurine Bemer de La Meuf en Rouge, comme Delphine Pinon de Richissime Podcast, comme Alice Cat Designer, qui avaient soit un refus total de faire du closing, parce que pour eux, le closing, c'était non éthique, soit avaient eu une expérience dans le closing qui n'était pas bonne, et donc le résultat était la même, ils ne voulaient pas faire de closing. Et en fait, c'est plus eux qui m'ont dit, mais Katia, mais à un moment, il faut arrêter, quand est-ce que tu montes ton école ? Donc je me suis dit, en fait, au lieu de me dire, je ne veux pas que mon nom soit associé à ce type de pratique, j'ai pris ça à revers en me disant, ok, je vais faire cette académie, mais je vais faire une académie qui soit complètement différente, qui soit complètement orientée sur la psychologie d'achat, et je vais choisir mes élèves pour que je sache que les élèves qui sortent aient eu cette éthique et ce professionnalisme, et qu'ils puissent être placés dans de beaux écosystèmes. Et c'est pour ça qu'il y a un bon nombre de mes élèves qui sont placés aujourd'hui dans les écosystèmes dont je viens de parler. Donc mon but, c'est que, quelque part, petit à petit, mes élèves arrivent dans tous les écosystèmes des infopreneurs auxquels je crois, pour qu'ils développent leur business. C'est vraiment parti comme ça. C'est quoi le rôle du coup d'un closer chez un infopreneur ? Donc, c'est très différent du métier que tu avais quand tu faisais des grands contrats à plusieurs centaines des millions d'euros. Je me dis qu'en fait, on parle de closing depuis tout à l'heure, mais on n'a pas expliqué ce qu'était le closing. Donc, est-ce que tu peux nous l'expliquer et nous dire concrètement, tu formes les gens à faire quel métier ? Alors, le closing, c'est aider l'infopreneur à vendre ses programmes lors d'un appel découverte. Le closing est né avec les programmes high ticket. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui va acheter un programme à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, c'est assez rare, à moins de faire partie de la fanbase inconditionnelle de l'infopreneur, qu'il appuie sur le bouton « payer » et qu'il mette sa carte bleue. Et c'est la problématique de certains infopreneurs qui, oui, avaient de beaux CA, qui ont d'ailleurs toujours de beaux CA, mais qui laissent une partie de leurs clients dehors, parce que c'est une partie des clients qui ont besoin d'un point de contact, qui ont besoin de poser des questions, qui sont peut-être moins confiants, qui sont peut-être eu des erreurs, on va dire, d'appréciation avant, et qui aujourd'hui, du coup, veulent pas se tromper en prenant un programme. Donc, le rôle d'un closer, c'est de s'assurer déjà du besoin de la personne qui est en face, c'est-à-dire du prospect, et de voir si la formation, l'accompagnement de l'infopreneur correspond bien aux besoins qui est exprimé par le prospect. Donc, c'est des appels qui durent environ 45 minutes, 1 heure, durant laquelle le rôle du closer, et selon moi, le rôle principal du closer, c'est avant tout de vraiment collecter l'information, de faire en sorte que bien comprendre la problématique de la personne, bien comprendre sa situation personnelle, sa situation financière, l'urgence de sa situation aussi, et de voir si on est à même de répondre à l'ensemble de ces points-là en vendant son programme. Et à partir de... Tu as mentionné des montants, là, tu as dit 2 000, 3 000, 4 000. Est-ce que pour toi, il y a des montants précis où ça dépend des marchés, à partir desquels il faut mettre un closer parce que les gens vont pas être prêts à payer directement en ligne ? Moi, je pense qu'une offre au-delà de 3 000 euros, c'est très compliqué de la vendre sans closing. Okay. 2 000 euros, ça peut encore passer, mais 3 000, ça commence à devenir assez compliqué. Surtout que aujourd'hui, les personnes ont quand même besoin. L'humain, je trouve qu'il revient de beaucoup dans les. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que on a beaucoup parlé de digital, et maintenant il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur du networking en physique, etc. Donc, d'avoir une possibilité de poser ces questions, pour moi, c'est un vrai levier d'augmentation de CA. Et d'ailleurs, on le voit, toutes les personnes qui ont énormément scalé, ils ont tous des équipes de vente, parce qu'à un moment, et on ne peut pas prendre ces appels indéfiniment. On peut prendre ces appels au début, mais si on veut scaler, c'est pareil, on augmente le nombre de personnes. Donc soit on passe notre vie à faire des appels de vente, et la plupart du temps, ce n'est pas leur métier. Donc ça veut dire que autant qu'ils se concentrent sur leur zone de génie et qu'ils délèguent la vente à des personnes dont c'est le métier. Donc à partir d'un produit à 3 000 euros, et tu penses qu'au début, c'est quand même bien que ce soit l'entrepreneur directement qui fasse les appels de closing, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille chercher un expert dès le début ? Alors c'est une très bonne question, parce qu'en coaching business,
c'est le point principal sur lequel je mettais l'accent quand on parlait vente. La plupart du temps, je disais, mais il faut impérativement que tu prennes tes propres appels. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un closer, il a besoin d'être guidé. Il a besoin que l'infopreneur lui dise, écoute, moi je connais ma cible, elle est comme ci, comme ça, et quelque part ressortir les principales douleurs de la cible, les principaux objectifs, et ça on ne peut pas le savoir si on n'a jamais eu un client au téléphone. Donc pour moi c'est une erreur de passer de ça y est, j'ai fait mon offre et je vais chercher quelqu'un pour la vendre. On ne connaît pas son client. Et tant qu'on ne connaît pas son marché, je ne vois pas vraiment comment on peut manager un closer pour l'aider à mieux vendre ou pour comprendre les problématiques éventuelles que le closer va avoir lors de ses appels découvertes. Donc le chemin, c'est prendre des appels, devenir bon sur ces appels, avoir un bon taux de conversion, et ensuite, si on a beaucoup d'appels à gérer, commencer à les déléguer à un closer. Exactement. Ok. Exactement. Et par contre, j'ai l'impression que dans ton académie, tu n'as pas que des futurs closers, tu as aussi des entrepreneurs qui veulent apprendre à closer, c'est ça ? Oui, exactement. Alors c'est venu un peu, là pour le coup, c'était pas stratégique. C'est venu lors de mes appels de closing où je me suis rendu compte qu'il y avait soit des salariés qui voulaient plus performer dans leur métier et qui voulaient en même temps avoir une possibilité de faire des revenus complémentaires, qu'il y avait aussi des personnes qui venaient de la vente. Alors ça m'a vraiment surpris d'avoir et c'était des hommes en plus, 100%, c'était des hommes. Les personnes qui sont venues, qui étaient déjà dans la vente, c'est que des hommes. Et c'est vrai qu'au début, ça surprend parce qu'on se dit, ça fait 15 ans que tu es dans la vente, c'est assez surprenant. Et en fait, les retours qu'ils m'ont fait par rapport à l'académie, ça a été vraiment de dire, mais en fait, moi, je faisais plein de choses, mais on m'a jamais expliqué pourquoi je devais les faire. Et globalement, ils ont mis de la conscience sur pourquoi ils devaient faire ces choses-là. Et c'est un peu comme pour les enfants, pour tout ce qui est pédagogique. Je pense que quand on ne comprend pas pourquoi on doit faire ces choses-là, on ne peut jamais être bon. Parce qu'on fait ça par mimétisme, qu'on fait ça par robotique. Mais on en revient toujours à la psycho d'achat. Pourquoi je dois faire passer mon prospect sur ce stade-là ? Et du coup, en fait, ils venaient rechercher plus de la compréhension de l'être humain, des éléments qu'ils n'arrivaient pas à dépasser dans leur propre métier. Et j'ai même eu des personnes qui avaient déjà fait des académies de closing et qui n'arrivaient toujours pas à vendre. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes aujourd'hui sont dans des écosystèmes dont on vient de parler tout à l'heure. Donc comme quoi, parfois, on peut avoir été mal formé au closing, parce que le closing, c'est ce que me disait un élève, et c'est tellement vrai, ce n'est pas qu'une compétence, c'est un métier. Quand on veut vraiment devenir closer, c'est un métier. On ne le fait pas, et un métier, ça ne s'apprend pas en dilettance. Donc ça demande de la compréhension, ça demande... c'est pas un script, encore une fois. Bien sûr que moi, dans l'académie, il y a un script au bout d'un moment, mais pendant 2 mois, j'en donne pas. Parce que je veux qu'ils comprennent pourquoi le prospect, il doit passer par toutes ces phases-là, qu'ils conscientisent toutes les phases, pour que si à un moment, ils n'ont plus le script, qu'ils aient plus de support, et ben qu'ils soient finalement à l'aise, parce qu'ils ont compris par quoi ils doivent passer. Et ça, pour moi, c'est capital. Alors, à quoi ressemble justement le programme de ton académie ? Est-ce que tu peux... Oui, bien sûr. Donc, moi, l'académie, elle est sur 3 mois. On a 2 mois qui sont full pédagogique, pardon. Donc, le premier mois, il est vraiment sur la connaissance de soi. Parce que c'est un peu comme dans la négociation. Moi, je formais beaucoup de négociateurs. On ne peut pas gérer la pression. Tu parlais tout à l'heure que quand tu es cliente, parfois, tu es stressée parce que tu as une problématique, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te manger globalement. Donc, tu t'arrives avec une pression. Si le closer en face de toi, il a une pression, sa propre pression, qu'il n'arrive pas à maîtriser, il ne verra jamais que toi, tu es sous pression. Parce qu'il est uniquement en train d'être auto-orienté sur ses mots, ses mots MAUX. Donc c'est exactement la même chose en négociation. Ce qu'on apprend aux négociateurs déjà, c'est de ne plus être émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des êtres sans émotion, mais c'est qu'on peut pendant des mois et des mois travailler sur notre émotion, parce que quand on fait une prise d'otage, si on commence à paniquer, ça ne veut pas dire qu'on est super à l'aise,
Mais si on commence à paniquer, on ne peut plus être full en écoute active des besoins de la personne en face, surtout si on la juge. Parce qu'on doit être dénué de jugement. On est là pour comprendre ce que la personne veut, on est là pour comprendre ses revendications. Donc ça veut dire qu'on doit faire fi de nos propres prismes, parce que si on ne comprend pas qu'on réfléchit d'une certaine manière, parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, parce qu'on a eu certaines expériences qui faussent complètement notre vision du monde, enfin c'est notre vision du monde. Et donc du coup, c'est un moi où vraiment je les dénude, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, pour que ils soient plus hantés par leurs propres émotions, par leurs propres prismes, par leurs propres pensées limitantes, parce que dans un appel de closing se joue beaucoup de pensées limitantes chez le prospect, énormément, et c'est des pensées limitantes qu'il va falloir dégager les unes derrière les autres durant l'appel. Donc si on est déjà en train de lutter avec les siennes, voilà, c'est pas possible. Ouais. Donc vraiment le premier mois, et c'est ça qui est très déroutant pour les personnes qui pensent pas trouver ça dans une académie de closing. Ils pensent qu'ils vont baigner tout de suite dans la vente. Mais en fait, tu peux pas être bon comme ça. Donc c'est pour ça que tous mes élèves disent qu'il y a une véritable transformation intérieure. Mais pour moi, la vente, c'est une transformation. Parce qu'elle te confronte à tous les niveaux. Si tu as peur du rejet, tu auras un problème. Si tu as peur du jugement, tu auras un problème. Si tu as un problème avec ta relation à l'argent, tu auras un problème. Donc c'est vraiment un mois où on travaille beaucoup sur soi, un mois aussi où je leur livre toute ma connaissance sur la communication. Donc on parle synchronisation, c'est des outils de négociateur, poser sa voix, être en rythme avec son client, plein de choses qui sont essentielles, décrypter le non-verbal, des choses qui, a priori, n'existent pas dans d'autres académies. Et la deuxième partie, là, on passe sur la vente. Et c'est vraiment toutes les techniques de vente, mais appliquées à chaque fois à la compréhension de pourquoi tu dois faire ça. Et on passe en revue tout le tunnel, le fameux tunnel de script. Mais au final, à la fin, et seulement à la fin, je leur donne le script, et c'est là où ils se disent « Ah, mais c'est génial, en fait. Tout le puzzle, il se rassemble. » Et ils ont compris. Et le 3e mois, c'est full pratique. Donc le 3e mois, c'est entraînement, enregistré, visuel, où ils regardent comment ils bougent. Je rectifie beaucoup le verbal et le non-verbal. Et je fais des audits de call de mes élèves. C'est-à-dire qu'ils m'envoient leur capsule, je les audite et je fais beaucoup de coaching durant ce mois-là. Donc, et après, quand j'ai des opportunités chez les infopreneurs, je les place. Ça coûte combien, du coup, ce programme ? Il est à 2 497 €. 2 497 €. Ok. Et tu fais des appels de closing pour... Je les fais tous moi-même. Tu les fais tous toi-même ? Ouais. Ok. Je les fais tous moi-même parce que mon taux de closing est a priori pas là. Oui. Et parce que déjà, je pense que pour comprendre mon marché, puisque pour ceux qui s'en souviennent, j'ai dit que je l'avais ouvert en juin, j'ai vraiment besoin de comprendre ce que recherchent ces personnes-là. Et j'ai aussi besoin de faire le tri. Parce que j'ai parfois eu des personnes où, comme toi, je leur ai dit que ça n'allait pas le faire. Des personnes qui viennent qui gagnent 1 000 €, 1 500 €, et quand je leur demande quels sont leurs objectifs à 2-3 mois et qu'ils me disent je veux aller à 15 000, ok, moi je ne suis pas une faiseuse de pluie, je ne suis pas une faiseuse de miracles, et je ne veux surtout pas vendre du rêve aux gens. Le métier de closer tel que moi je le perçois, c'est un vrai métier. Donc ça veut dire que, comme tout métier, tu commences à un niveau, puis au fur et à mesure tu montes. Mais je ne vendrai jamais, quand on regarde ma com, je sais pas, tu vas faire 10K dans 3 mois, assis dans le sable, et dans 4, tu seras à Dubaï. Non, ça c'est possible, mais avec du travail. Mais comment justement on trouve le juste milieu ? Parce qu'on est entouré, nous, de beaucoup d'infopreneurs qui sont sur le marché du make money, en fait. Donc qui vendent quand même à terme à leurs clients le fait de s'enrichir, en tout cas Bien sûr, de gagner plus confortablement leur vie, ou d'être plus alignés avec leur vie professionnelle, d'être plus confortable en termes de flexibilité, de temps disponible, etc., etc. Comment on trouve le juste milieu entre cette promesse
et en même temps sans tomber dans le cliché de tu vas être riche, tu vas travailler 2 heures par semaine sur une plage à Dubaï et tu vas être riche, quoi. Bah écoute, c'est une excellente question parce que c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui. Donc, j'ai pas une réponse ultime à ça. Parce que c'est vrai que quand je discute avec des gros infopreneurs, ils me disent souvent, mais Katia, attention, il faut quand même faire rêver les gens. Je pense sincèrement que dans le closing, tu peux très très bien gagner ta vie. Tu peux réellement gagner 3-4 fois ce que tu aurais pu gagner en faisant la même chose dans le monde du salariat. Un closer peut gagner 10K, il peut gagner 15K, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il va falloir qu'il travaille. C'est ça le juste milieu, en fait, entre l'argent facile et le fait de penser que n'importe qui peut arriver à faire ça. On peut arriver à être un closer successful, on peut vraiment arriver à très bien gagner sa vie, mais il ne faut pas le faire dans l'objectif ultime de l'argent facile. Et c'est ça la vraie problématique, c'est que quelque part, je trouve que dans beaucoup d'académies de closing, quand dans le discours, on va chercher ce genre de personnes. On va chercher les personnes qui veulent gagner de l'argent facilement. Comme tous les robots de trading où on vous dit que c'est de l'argent facile. Mais moi, je travaille avec beaucoup d'infopreneurs qui sont dans le making money. Tout le monde sait que pour gagner de l'argent, il faut travailler, quoi. L'argent facile n'existe pas. Tu peux avoir de la chance, tu tombes dans le bon bull run en crypto, tu vas penser que c'est facile. Mais si tu es là depuis 4 ans, moi je fais de la crypto, si tu es là depuis 4 ans, 5 ans, tu sais tout de suite que l'argent facile, ça n'existe pas quand tu es en bear market, quoi. Donc voilà, c'est un peu... et pour moi, en fait, c'est quand on apprend une compétence, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Donc pour moi, il faut capitaliser sur soi, prendre le taureau par les cornes, se former et vraiment performer. Moi, je vois toutes les personnes que j'ai placées, sont des gens qui, pendant 3 mois dans l'académie, ils le disent eux-mêmes, ils ont rêvé closing, ils ont mangé closing, ils ont dormi closing, et ils n'ont rien lâché. C'est des gens, dans le 3e mois, qui faisaient 20 closings la semaine. Quand d'autres faisaient un closing par semaine, ils se disaient « ouais, mais je suis pas bon ». Et en fait, l'excellence vient aussi de la répétition. C'est valable dans tous les domaines. Et est-ce que tu es obligé de croire ou d'aimer à ce que tu vends? Je me mets dans la position où je deviens closeuse et je sais pas, j'ai l'opportunité de vendre des formations en ligne. Or, en fait, moi, je crois pas trop à la formation en ligne, je crois plutôt au coaching individuel. Mais j'ai cette opportunité-là, il va falloir que je vende quelque chose potentiellement auquel je crois pas moi personnellement. Est-ce que ça, c'est un problème? Ou est-ce que, en fait, le métier dépasse ce que tu penses fondamentalement, toi, personnellement, du produit que tu vends? Alors moi, j'ai une double réponse là-dessus. Un excellent vendeur peut vendre n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit souvent, il peut vendre un aspirateur dans le désert. Ouais. Voilà. Néanmoins, moi, je reste persuadée que pour durer, il faut être dans un écosystème qui te plaît. Et tu seras beaucoup mieux, tu seras meilleur dans un écosystème qui te parle. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas parler argent, qui a un problème avec l'argent, tu le mets dans un écosystème making money, immobilier, etc. Ça va être très compliqué pour lui. Il va être pris dans des corners, dans des questions. Il va être, du coup, se sentir dévalorisé parfois parce qu'il va pas savoir répondre, parce qu'il connaît pas. Donc oui, pour moi, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut choisir ses infopreneurs. Et sinon, on perd en efficacité et en efficience. Donc c'est la première des choses que je dis à mes closers quand l'académie elle est terminée. Choisissez des personnes, qui vous parlent, mais pas uniquement au niveau de ce qu'ils enseignent, qui vous parlent aussi au niveau des valeurs. Parce que parfois, on a un vrai choc des valeurs, et c'est aussi la raison pour laquelle une de mes coachées, qui aujourd'hui se trouve chez Delphine Pinon, avait fait une académie de closing, avait fait ses premiers appels de closing derrière avec un infopreneur avec lequel elle n'a pas du tout fité au niveau des valeurs, avait abandonné le closing, et puis finalement se dire est-ce que c'est un problème de valeur, est-ce que c'est un problème de compétence, a eu le courage de venir se reformer, et aujourd'hui elle est parfaitement alignée là où elle se trouve, parce qu'elle fit avec ce qu'elle vend et avec les valeurs qui sont véhiculées. Donc je pense que c'est ça c'est le Graal en fait, de travailler avec un infopreneur qui ne vous prend pas déjà que comme un numéro dans votre entreprise. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Pour moi, un infopreneur, il doit avoir un respect total vis-à-vis de ses closers. Parfois, moi, j'ai pu entendre des
oui, mais de toute façon, on s'en fout. Prends 10 closers. Tant qu'ils ne closent pas, ils ne te coûtent rien. Alors déjà, pour moi, ça, c'est pas du tout des businessmen. Parce que bien sûr qu'ils te coûtent. Parce qu'ils te crament des leads. Ouais. Et ils te crament des leads qui sont arrivés avec de la pub, avec des tunnels dans lesquels tu as investi, etc. Donc déjà, c'est que tu as un problème de vision business si tu penses qu'ils ne te coûtent rien. Donc, et pour moi, il faut vraiment que les personnes, elles se sentent investies. Et tu ne peux pas te sentir investi quand tu es pris comme un numéro dans une boîte. Donc moi, je pense que quelqu'un qui a trouvé ses closers, il faudrait vraiment qu'il les garde. Parce qu'il y a encore trop de turnover. Et je pense que ce turnover, il vient du fait que, on ne voit pas le closer comme vraiment quelqu'un qui fait partie prenante de son écosystème. Il y a des infopreneurs qui ont une très belle mentalité avec leur closer, mais je pense que c'est ça, en fait. Il faut fidéliser les gens. Et d'ailleurs, un closer, c'est un petit fixe et un gros variable, que du variable. C'est quoi, toi, le modèle que tu recommandes à tes coachés ? C'est pas moi qui les recommande parce que c'est c'est l'entrepreneur qui décide. C'est l'étape voilà, c'est l'entrepreneur qui décide. La norme, c'est un pourcentage. Il n'y a pas de fixe. Okay. Mais néanmoins, j'ai pu voir dans certains écosystèmes où ils ont mis des fixes parce qu'ils veulent fidéliser les gens qui sont là. Exactement. Mais pas un fixe trop gros pour pas que les personnes, justement, ne se dépassent plus. Donc, il faut que ça reste inconfortable, quelque part. Ouais. Pour que les personnes aillent quand même au charbon pour vendre. Et le variable, c'est de quel ordre ? La norme, aujourd'hui, elle est de 10% sur le marché. Et ça peut monter jusqu'à 20% en fonction quand on veut vraiment fidéliser les personnes ou quand ils dépassent un certain seuil de vente. Donc, c'est toujours la même chose, en fait. C'est l'incentive. C'est de faire en sorte que les personnes restent. Tout simplement. Parce qu'un bon closer à 10, s'il est vraiment excellent, il n'a aucune raison de rester dans ton écosystème s'il peut trouver 12, 13 à côté. Donc, autant avoir, on va dire, la bonne vision sur les qualités que tu peux avoir au sein de ton entreprise et chercher à les pérenniser, quoi. Tu as mentionné les étapes d'un appel de closing. Est-ce que tu peux nous les détailler ? Oui, bien sûr. Donc, dans un appel de closing, alors ça, je ne vais pas tout détailler, mais je vais dire les plus gros. Déjà, la première étape, c'est la collecte d'informations. Ce que tu disais tout à l'heure, j'ai eu la sensation d'être un médecin. En fait, cette collecte d'informations, elle est là pour établir un diagnostic. C'est quoi les problématiques majeures du prospect ? C'est là où, justement, toute la partie, l'art du questionnement a toute sa place parce qu'il faut questionner. Il faut questionner les questions. Il faut vraiment explorer. C'est pour ça qu'on laisse le champ avec des questions ouvertes pour aller après explorer avec des questions exploratoires, pour aller comprendre finalement qu'est-ce qui se joue, pour aller chercher le fameux intérêt caché ou les besoins cachés aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas spécialement toujours caché sciemment. Il y a des vraies prises de conscience parfois qui se font dans un appel de closing. Et là, on sait la plupart du temps que la personne va acheter parce qu'on lui a fait prendre une conscience sur un problème qu'elle peut se traîner depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment la collecte d'informations. Après, on s'assure d'avoir évidemment bien tout compris, parce qu'il n'y a rien de pire. Ça, c'est comme en négociation. Il faut reformuler toujours pour s'assurer de sa bonne compréhension, parce que un être humain peut avoir l'impression d'avoir bien compris, alors qu'il passe complètement à côté. Donc, il y a beaucoup d'outils de communication qui sont utilisés. Et après, il y a le pitch, c'est-à-dire une transition entre la collecte d'informations où on commence à asseoir l'autorité du fameux infopreneur pour dire que c'est la bonne personne parce qu'elle a accompagné X personnes. C'est là où on ramène l'autorité de la personne qu'on représente et où on va parler de l'offre. Et évidemment, quand on parle de l'offre, ce que veut un prospect, c'est pas le catalogue de la Redoute. Ce que veut un prospect, c'est qu'il comprenne les étapes. Parce que la problématique majeure des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à aller se dire « Aujourd'hui, je suis à une étape, je ne vois pas comment, grâce à une formation, grâce à un accompagnement, je vais pouvoir aller à l'étape ultime. » Donc ça aussi, c'est de la psycho. La personne a besoin de comprendre par les étapes par lesquelles elle va passer. Et donc, moi, j'enseigne principalement à présenter l'offre en s'appuyant sur les douleurs, sur les besoins qui ont été donnés en début. Et justement, ça, c'est une gymnastique parce que on doit parler quand même des principales étapes de l'offre, mais en ramenant ce qu'on a collecté.
parce que le lien psycho, il se fait immédiatement et la personne, elle se sent beaucoup plus à même d'être à l'intérieur d'un programme quand elle a compris que les étapes vont répondre à tout ce qu'elle a partagé après avec l'infopreneur. Et puis, il y a les modalités, ce que j'appelle les modalités logistiques et le prix. Okay, alors j'ai 2 questions. La première, c'est concernant... Donc, ce que tu dis, c'est que le pitch en fait, de l'offre n'est jamais le même. Oui. Ok. Alors, n'est jamais le même. La base est la même, Oui. puisque les étapes de l'infopreneur sont les mêmes. Mais ce qui rend la puissance d'une présentation d'offre, c'est le fait d'aller l'utiliser pour qu'elle réponde aux besoins et aux douleurs qui nous ont été donnés lors de la collecte d'informations. Sinon, c'est là où, finalement, la robotique commence, parce qu'on va dire la même chose à tout le monde. C'est un copier-coller, exactement. Ok. Comment tu fais ça concrètement? Comment t'as juste... Là, typiquement, si tu devais essayer de me vendre, par exemple, l'académie. Je suis entrepreneur, j'ai envie de me former. À partir de ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu modifierais éventuellement dans ton pitch et comment et pourquoi? Par exemple, il y a des personnes qui vont te dire durant l'appel... Alors là, déjà, moi, je ne pourrais pas le faire parce qu'on n'a pas eu de collecte d'informations ensemble. Donc, j'ai rien pour aller parler de tes propres problèmes. Mais si, par exemple, lors d'une collecte d'informations, la personne, elle dit moi, ma grosse problématique, c'est que je suis seule. Ça veut dire que j'ai pas de point de contact, j'ai pas de personne à qui parler d'entrepreneuriat. Quand on va commencer à dire que dans une offre, il y a une communauté, qu'il y a un feed où il y a des personnes qui sont là, on va le dire. Tu m'as dit tout à l'heure que tu te sentais seule, que dans ton business, tu n'avais personne à qui parler. Typiquement, dans l'accompagnement, tu vas être avec d'autres entrepreneurs avec qui tu vas pouvoir parler tous les jours, parler de ta problématique, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu crées vraiment un lien explicite entre ce qu'elle a dit et l'offre. Okay. Ouais. Moi, je fais toujours ça dans mes calls. Ouais. Et ce qui nécessite, c'est d'avoir une offre une écoute active, mais une offre extrêmement claire. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir un jeu de cartes où j'ai 4 cartes. Et donc, je sais que en fonction de ce que va me dire la personne, je vais sortir une carte. Sauf que si la personne me demande la 5e, je l'ai pas. Et donc, je sais qu'il n'y a pas de fit entre nous et je suis pas la bonne personne pour l'aider. Mais il y a 4 possibilités sur lesquelles je vais sortir en fonction de ce qu'il va me dire. Et moi, j'ai construit mon offre pour que, évidemment, j'attire les gens qui ont un de ces 4 enjeux. Et ensuite, je mets en avant la carte principale. Mais du coup, je suis contente. J'ai l'impression de faire un bon closing. Donc, ce podcast me rassure. Mais je suis sûre que j'ai encore un milliard de trucs à apprendre. Mais moi, je le vois vraiment comme ça. Tu vois, oui, complètement. T'as plusieurs options et la personne va te dire laquelle option l'intéresse le plus, en fait. Quand, par exemple, si tu vends quelque chose dans l'investissement et que la personne, dans l'appel au début d'appel, dans la collecte d'informations, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle est débutante, qu'elle a manifesté le fait qu'elle a peur de faire de mauvais choix dans les investissements, etc., c'est sûr que quand tu présentes l'offre, il faut parler des études de cas, il faut parler des personnes qui, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais débutante et que du coup tu avais peur peut-être de ne pas être à ta place dans la formation, sache que il y a telle et telle personne qui était au même stade que toi, et ces personnes-là, et d'ailleurs je peux t'envoyer si tu veux leur étude de cas. C'est des gens, alors évidemment, c'est quand tu travailles avec un infopreneur qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Mais du coup, ça rassure. Parce que la personne, elle se dit, elle m'a écouté en fait. Et quand tu reprends tout. Ça me fait penser à notre appel quand tu as rejoint le mastermind. Ouais. En fait, je gérais les appels d'inscription pour le mastermind de Thibaut, et tu m'as appelé en mode je suis pas sûre que ce soit adapté à moi, etc. Et je t'ai mentionné quelques profils qui étaient similaires aux tiens. Exactement. Et c'est pour ça que tu as décidé de rejoindre. Oui, moi j'avais dit, je veux pas être avec des naturopathes ou des gens qui ont des business dans le bien-être, etc. Non pas que j'aime pas ça, mais je me reconnais pas dans ce business-là. Donc en fait, si j'ai envie de progresser, et tu m'as dit, mais non, il y a un coach agile, il y a un coach fait... En plus des métiers que personne ne comprend, mais que moi je comprends avec mon histoire. Surtout qu'il y avait des gens qui travaillaient des grosses boîtes comme toi, en fait. Exactement. Mais en fait, ce que tu as fait instinctivement, c'est ce qu'on appelle en négociation de l'identification. Ok. Mais alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais été formée au closing, etc. Mais c'est quelque chose qu'on fait aussi dans le marketing. Bien sûr. Moi, c'est ce que je fais quand je rédige des emails de vente, tout simplement. simplement. Parce que tu fais de la vente, ça reste... ça reste de la vente, bien sûr.
Exactement. Si j'ai une base mail qui est bien structurée, où je sais qu'il y a tel segment, c'est des débutants qui font moins de 100 000 euros par an, là, tel autre segment, ils font tant, etc., etc. J'envoie pas j'envoie la Même même mail. offre, en fait, c'est le même produit que je vends, mais j'envoie pas les mêmes Oui, arguments non, mais dans tout à l'email, fait. tout simplement. Et tu touches du doigt quelque chose qui est assez dramatique, parce que ce qu'on voit dans l'infoprenariat, parfois, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués en marketing. Donc ça veut dire que ils attirent, l'acquisition est immense, et derrière, leur produit, il fait... voilà, moi j'appelle ça le soufflet qui sort du four. T'as l'impression, parce que tout ce qui est enrobé autour, c'est fait par des gens qui sont très doués, puis t'arrives dans une formation qui t'apprend rien, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, je trouve que... Et ça prouve bien que ça fait partie prenante de la vente. Parce que globalement, le marketing, il a su aller monter les gens en émotion. C'est le propre du copywriting. Tout ça, c'est des outils. Hein. Et j'avais une deuxième question concernant le prix. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un débat. Est-ce qu'on affiche le prix avant l'appel de vente Ouais. ou pas? Alors, ce débat-là, je l'ai eu récemment avec une infopreneuse qui voulait prendre du closing, mais qui continuait à parler de son prix. La problématique, c'est pas... Alors, parfois, il y a des clients qui disent « Ouais, mais ils font mystère du prix, ça veut dire que pourquoi il y a aucun intérêt de faire mystère du prix, c'est louche, etc. » En fait, non. C'est le problème du prix, c'est que c'est une barrière psychologique. Ça veut dire que quelqu'un qui a réellement besoin d'un accompagnement, mais qui se dit « 3000, c'est trop », il prendra pas l'appel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas honnête en ne mettant pas le prix. C'est qu'à un moment, on fait, à mon sens, pas ce job qui est réellement de montrer à la personne qu'il va y avoir un ROI derrière, un retour sur investissement sur les 3 000 euros qu'elle va mettre sur la table. Et ça, tu peux pas le faire quand tu affiches ton prix. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont jamais venir te voir parce que pour eux, tu es trop cher. Alors que trop cher, dans la vente, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est trop cher. Dans l'absolu, il n'y a personne qui est trop cher. Si demain, quelqu'un qui se dit que j'ai pas de moyens et on lui propose une offre à 10 000 euros, évidemment, il va même pas prendre l'appel découverte. Sauf que si on dit à cette même personne 10 000 euros et je signe sur une feuille à 100% que si tu n'as pas atteint ce pourquoi tu es venu, je te rembourse. Est-ce que la personne va aller les trouver, ces 10 000 balles? Oui, très probablement, ouais. Exactement. Elle va aller chercher les 10 000 euros. Donc, ce n'est pas le prix le problème. Sauf ceux qui n'ont vraiment pas d'argent. Ça, c'est la confiance que la personne place en toi pour réellement réussir à les atteindre. Donc, quelque part, l'afficher, pour moi, c'est une erreur parce que tu te prives de clients qui seraient venus chez toi parce que lors d'un appel de découverte, ils vont vraiment comprendre que tu es la bonne personne pour les accompagner. Ils vont comprendre que finalement, oui, ça coûte ce prix-là, mais que à horizon 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, finalement, ce prix il va être complètement absorbé dans leur entreprise parce que grâce à toi, ils auront multiplié leur CA par 4, 5 par rapport à l'investissement qu'ils ont mis, quoi. Et du coup, le prix, tu l'annonces dans l'appel de closing? Oui. À la fin? Oui. Comment t'amènes le sujet? En fait, une fois que l'appel de closing arrive, comme tu dis, à sa fin, on est dans les modalités, que ce soit les modalités logistiques ou les modalités de prix, tout simplement en annonçant que pour cette offre-là, ça coûte tant, tout simplement, avec le plus grand des naturels. Si, en fait, plus tu es persuadé de la valeur de ton offre, plus l'annonce de ton prix est ultra fluide. Pourquoi? Parce que, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, si la personne, elle ne voit pas l'intérêt, c'est tant pis pour elle, en fait. Toi, tu sais qu'elle a besoin de toi. Donc oui, ça te fera une vente en moins, mais dans l'absolu, toi, tu es droite dans tes bottes. Ouais. Et parfois, les gens me disent, mais Katia, est-ce que tu as une méthode pour une personne qui dit qu'elle veut un rabais? Moi, en négociation, à chaque fois que je disais à la personne, tu veux moins? Ok. Qu'est-ce qu'on enlève dans l'offre? Qu'est-ce qu'on enlève? La personne avait dit non, mais moi je veux tout. Bon, donc on garde le même prix alors. Ok. Et tu penses que sur la plupart des marchés d'infopreneurs, on peut faire des ventes en un appel ou est-ce qu'il faut plusieurs appels? Est-ce qu'il y a des cas précis où plusieurs appels sont nécessaires? Moi, déjà, pour l'académie, il m'arrive de faire 2 appels. Alors, c'est pas 2 appels réellement.
C'est la personne dit j'ai besoin de réfléchir. Je vais pas faire qu'est-ce qu'on doit dire quand la personne dit qu'elle a besoin de réfléchir. J'ai checké évidemment déjà la première des choses, à quoi elle réfléchit. On laisse jamais partir quelqu'un de je vais réfléchir. Tu réfléchis à quoi en fait? Parce que sinon voilà. Parce que je peux aider ta réflexion en fait aussi. Mais il y en a, j'ai eu cette discussion-là d'ailleurs avec un closer récemment. Il y en a, c'est une manière d'être. C'est un état de fait. Toute leur vie, ils ont besoin de... je parle du client, c'est leur process. Ils ne prennent pas de décision sur l'instant. Quel est l'intérêt d'aller perturber leur process, si ce n'est de perdre le client? Moi, je sais, c'est un peu ce que tu disais sur Jeremy Coleman, moi, je sais très bien, la plupart du temps, que les gens vont revenir. Ceux qui ne vont pas revenir, je le sais aussi. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce qu'une personne... c'est peut-être contre-productif pour ceux qui écouteront ce podcast sur le closing, mais moi, je suis pas je signe pas mordicus au premier appel. Dans l'investissement aussi, beaucoup, il y a souvent des R2, parce que les gens ont eu énormément d'informations durant le closing, des informations sur eux, des prises de conscience, le montant, ce qu'ils peuvent en escompter. C'est plutôt sain que certaines personnes aient besoin de réfléchir, mais par contre, quand quelqu'un réfléchit, il faut que ce soit normé. C'est quand est-ce qu'on se revoit, c'est sous 24 heures, sous 48 heures, à quelle heure? C'est pas on laisse repartir le client dans la nature et on se rappelle, quoi. Ça, c'est pas du closing, ça, c'est une conversation de comptoir. Mais pour moi, chacun a sa manière de clôturer. Je parle pas dans les closers, je parle dans les êtres humains. Il y a des gens qui ont besoin de parler de ça à leur conjoint. Et c'est quoi le mal? Moi, je vais pas lui dire qu'il est minable parce qu'il n'est pas capable de prendre une décision tout seul. Non. Voilà, je vais essayer de comprendre pourquoi, par contre. Pourquoi il a besoin de parler à son conjoint. Parce que, et tout ça, en fait, on peut le squeezer en début d'appel. Évidemment, avec les closers, je leur dis, mais la première des choses, mais c'est comme en négociation. Assure-toi que tu as le décisionnaire en face. Oui. Fais pas une négociation avec un passe-plat. En négociateur, c'est la première chose qu'il vérifie. Est-ce qu'il a en face de lui le décisionnaire? Parce que la négociation ne sera pas du tout la même. Parce que s'il sait qu'il a un passe-plat, il va formater pour que la personne soit son meilleur prescripteur. Donc il ne va pas essayer de le persuader, il va juste s'assurer qu'il va faire passer les bons messages. Et ça, pour ça, il faut savoir. Et dans le closing, tu ne t'assures pas que c'est le décisionnaire au bout de 35 minutes. C'est des choses qui doivent être posées au début, demander au début. On ne va pas leur demander s'ils sont décisionnaires, c'est pas très clair. Mais il y a des manières de le savoir à coup sûr dans les 10 premières minutes d'un call. Tu as une formulation de question qui te vient là? Tout simplement de dire aujourd'hui, est-ce que ton conjoint, déjà à partir du moment où on sait qu'elle a un conjoint, moi je pose toujours la question de la structure familiale, tout le temps. Déjà parce que quand on a des enfants, ça aide beaucoup dans la vision. Je veux comprendre pourquoi. Quelqu'un qui me dit qu'il veut gagner 5 000 euros, pourquoi tu veux gagner 5 000 euros? Il n'y a personne qui veut gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est quoi le rêve derrière? Donc quand on sait qu'il a les enfants, on essaye de creuser davantage. Ça peut être pour transmettre. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, il faut comprendre pourquoi il veut se lancer dans l'immobilier. Peut-être parce que il veut transmettre quelque chose à ses enfants, etc. Donc si on ne s'intéresse pas à sa structure familiale, on va tourner... de quoi on parle en fait? Et donc quand on sait que par exemple il a un conjoint, bien sûr, poser la question, est-ce que déjà ce conjoint est au courant que tu as un call en ce moment avec moi? Et qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est un projet commun ou pas un projet commun? Est-ce que tu as la main? C'est toi qui prends la décision, du coup. Il y a des manières très, très naturelles de poser la question. Et il y en a qui disent, non, oui, moi, c'est dans mon couple, c'est moi qui décide. Ou alors des gens qui disent, oui, je collecte. Et quelque part, si je le sens bien, j'irai en parler à mon conjoint. Mais c'est une étape c'est informel, en fait. C'est vraiment quelque chose anecdotique. On sait que la personne, elle va revenir. Sauf que elle a quelqu'un et elle a envie de lui en parler. Et, voilà. Et d'autres qui vous disent ça, et puis parfois, à la fin, ils disent « Non, mais c'est bon, tu m'as convaincu, je saurais, il n'y a pas de problème. » Et j'imagine que c'est d'autant plus important quand tu as un associé, en fait. Quand c'est une discussion plus business, si tu as un associé, évidemment, tu es coincé. À un moment donné, tu sais qu'il faut convaincre la personne et le transformer aussi en prescripteur pour que potentiellement le deuxième call, il glisse tout seul, quoi. Et à l'inverse, quand j'ai une personne qui me dit d'emblée « Non, mais moi, de toute façon, je ne prends aucune décision. J'ai besoin... » dans ces cas-là, je propose toujours, mais dans ces cas-là, peut-être qu'il vaut mieux arrêter l'appel et faire l'appel avec... Directement à 3. À 3, ouais.
faire directement l'appel à 3. Mm. Par contre, si je prends un appel à 3, la plupart du temps, ce que je veux m'assurer, c'est qu'ils soient sur la même longueur d'onde au moment où ils prennent l'appel. Sinon, l'appel, il ressemble à rien. Tu n'as aucune chance de clôturer un appel si les deux ne sont pas d'accord ensemble. Donc, ouais, mais il y en a qui ont vécu ça. Bon, alors c'est passionnant, mais il va falloir qu'on clôture ce podcast parce que je crois qu'on pourrait faire un épisode de 3 à 5 heures facilement. On a une petite tradition dans ce podcast, c'est de finir avec des dilemmes qui sont normalement des dilemmes un peu rigolos. Donc on va te poser une question, tu as 2 options et tu dis si tu prends l'option A ou l'option B, Okay. c'est toi qui décides. Et je dois la développer ou juste la prendre? Non, tu peux la développer. Ok. Alors, première question. Est-ce que tu préfères être obligé de vendre un produit que tu détestes ou ne plus jamais rien vendre de ta vie? Elle est difficile celle-là. Franchement. Ouais, c'est vrai qu'elle est super difficile. Honnêtement, si j'avais dans ma vie que le choix entre les deux, je changerais de carrière. Ah ouais, ok. Ouais, parce que je me connais trop. Et là, c'est même pas une question d'éthique, honnêtement. Parce que peut-être que je le déteste moi, mais qui sert réellement aux gens. Ouais. Donc, tu vois. Mais ça me demanderait un effort tout le temps, en fait. Donc, et je m'éclaterais pas. Donc là, c'est à la rigueur même une réponse peut-être même égoïste, c'est-à-dire, ouais, je pense que ça me prendrait la tête au bout d'un moment, donc il y a zéro intérêt pour moi. Donc si vraiment j'avais que ces 2 options, je sais pas, je fais tu te réinventes. Ouais, je me réinvente. Je fais de l'IMO, je fais autre chose. De toute façon, je suis investisseur, donc à la rigueur, voilà, je mettrais, je me focuserais sur autre chose. Super. Deuxième dilemme, est-ce que tu préfères couper la poire en 2 ou ramener sa fraise? Tu penses à Nina Ramen? Ouais, aussi, ouais. C'est un petit... Moi, j'ai ramené ma fraise tout le temps. Ouais. Ouais, toute ma vie, j'ai ramené ma fraise. Un peu trop, même parfois. Ça m'a porté parfois préjudice. Mais ouais, dans toutes les entreprises, j'ai ramené ma fraise. Quand je suis pas d'accord, je ramène ma fraise. Tout le temps. Trop bien. Pensez pour Nina. Exactement. Qu'on a reçu sur ce podcast. C'était trop tentant. Il y avait la poire, on a rajouté la fraise. Troisième question. Est-ce que tu préfères perdre ton téléphone ou perdre tout ton fichier client? Là, c'est un vrai dilemme et je vais t'expliquer pourquoi. Dernièrement, j'étais chez ABC Talk TV avec Alice, pardon. Et à l'ABC Talk, elle demande quel est ton objet fétiche. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, mon objet fétiche, c'est mon téléphone. Alors, ça peut paraître bateau, mais en fait, c'est pas pour les raisons que les personnes pensent. C'est que moi, j'ai été maman solo pendant 13 ans. Et j'étais la seule à avoir mon téléphone ouvert tout le temps, même en codir international. J'étais la seule à avoir mon téléphone et c'était non négociable. Ouais. Il était sur vibreur, mais il n'était jamais éteint. Et tu aurais pu me dire, j'ai ramené ma fraise à chaque fois, c'était non négociable. Même en négociation, encore que quand c'était des négociations vraiment à plusieurs millions, il pouvait être coupé 1 heure. Ouais. Mais comme je savais que j'étais la seule, voilà. Donc c'est pour ça que dire que c'est pas mon téléphone, ça serait compliqué. Mais non, ils sont grands, donc voilà, ils sont plus grands. Mon fichier client, ouais, non, ça m'embêterait. Donc 10 ans en arrière, je t'aurais dit, je préfère perdre mon téléphone. J'aurais toujours trouvé quelqu'un qui m'aurait ramené mon fichier client. Ou alors, je t'aurais dit fichier client, mais là, je sortirais, je me rachèterais un téléphone, quoi. Et dernière question, si on te permettait d'afficher ce que tu veux sur la Tour Eiffel, du coup, aux yeux de tous, tu peux mettre soit une phrase, soit un symbole, un logo, n'importe quoi. Oh là. Qu'est-ce que tu mettrais? Sur la Tour Eiffel. Je mettrais un message de respect. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en ce moment, il se passe tellement de choses super choquantes. Et je ne parlerai pas des choses en question, mais il y a des choses qui me révoltent complètement. Et je pense que c'est parce que personne ne s'intéresse réellement au prisme de l'autre. Donc, ça serait un message de tolérance. Ouais, ça serait vraiment ça. Est-ce que c'est pas le mot de la fin incroyable?
Je pense qu'on est bien là. Trop bien, bah, on s'arrête là. Merci beaucoup, Katia. Merci Katia. Merci Et puis, beaucoup. merci aussi aux auditeurs et à toutes les personnes qui nous suivent. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à mettre un petit like, à vous abonner. J'ai l'impression d'être un youtubeur quand je fais ça, c'est extraordinaire. Je renoue avec mes passions adolescentes. Exactement. Donc ouais, non, vraiment, si vous avez apprécié cet épisode, ça compte énormément pour nous. Si vous pouvez mettre un petit like, vous abonner et en parler autour de vous. Merci beaucoup à tous pour votre attention et merci surtout à Pauline et Katia. Et Katia, si Non. jamais on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on te suit où? Partout à mon nom, Katia Delamotte. Ouais. T'as un compte, un réseau de préférence ou Je suis très active sur Instagram, sur Insta? mais je suis sur LinkedIn aussi, j'y Génial. reviens. Yes. Voilà. Bon, ben on va tout le monde est prié de suivre Katia sur ces Let's 2 go. réseaux minimum. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, Deviens une femme influente, voilà, Ouais. où je Ton parle de mon livre. parcours. Sur Amazon, je crois. Sur Amazon, partout. Ouais. Et pour rejoindre ton académie, il y a un URL en Ouais, particulier? il est sur Instagram et il est sur LinkedIn. Ok, Il est présent sur les deux. parfait. Bon, ben voilà, on s'est retrouvé. Merci beaucoup, Katia. Bah, merci infiniment Merci. de m'avoir invité.